Jeudi 21 décembre 2023, Moment MMA, notre rendez-vous quotidien. Soyez tous les bienvenus au programme. Volkanovski ne ferme pas la porte à un nouveau combat en poids léger. Josh Emmett se verrait bien affronter Max Holloway et Dana White tout proche de nous dévoiler la carte de l'UFC 300. On traitera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est parti. Et honneur à Alexander Volkanovski qui est revenu sur sa défaite face à Islam Makhachev. Il a avoué que sur le coup, il a regretté d'avoir pris le short notice. Mais voilà, il est comme ça, il prend des short notice et il sait que c'est le risque. Quand tu prends un short notice, pas dans ta catégorie, pas au meilleur des moments, forcément tu risques de perdre. Il a aussi expliqué que le timing n'était pas bon. Il dit voilà, je sortais d'une opération, je m'entraînais pas trop. D'habitude, je m'entraîne tout le temps. Là, c'était pas le cas. Je me laissais un peu vivre, hein. Je mangeais un peu plus, je buvais un peu plus. Donc forcément, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Mais voilà, il expliquait que maintenant, il faut rebondir. C'est le moment de rebondir. C'est dans ces moments-là qu'on montre qu'on est un grand. Concernant son futur adversaire, Topuria, il expliquait qu'il devait montrer qu'il est au niveau de l'élite. Il dit il doit me montrer plus que ce que j'ai vu depuis maintenant. Jusqu'à maintenant, il a montré de belles choses. Mais je pense qu'il doit faire plus s'il veut me battre. Bon, forcément, il ne va pas dire que Topuria est meilleur que lui. Mais voilà, il y a beaucoup de doutes sur Alexander Volkanovski. On ne sait pas comment il va revenir de ce KO. C'est toujours compliqué. Alors vous verrez, hein, tout le monde a sa petite théorie. Il y en a certains qui disent que ok, il a pris un KO. Josh Emmett notamment dit oui, il a perdu, mais il a pris un KO. Il s'est fait choper sur un high kick. C'est pas comme s'il s'était fait détruire pendant 5 rounds. C'est le genre de choses qui arrivent. Alors je donne pas tort à Josh Emmett, hein, il sait de quoi il parle. Mais voilà, tant qu'on n'a pas eu le retour de Volkanovski, on ne saura pas. On aura la réponse dans la cage face à Topuria. Et il explique qu'il a toujours une stratégie quand il rentre dans un combat. Il dit là, ça va être le cas pour Topuria et je vais me tenir à cette stratégie. Et il explique aussi qu'il ne voit pas Islam Makhachev perdre tout de suite en 155. Donc pour lui, voilà, il le dit, tant que Makhachev ne perd pas, je ne pense pas que j'aurai de nouveau ma chance. On ne va pas me donner un troisième combat face à lui. Mais maintenant, s'il y avait une opportunité, si je pouvais y aller, j'y retournerais. Donc voilà, Volkanovski, il a la tête dure, j'ai envie de dire. Moi, je pense qu'il veut accomplir de grandes choses. Il l'a dit, je veux faire de grandes choses, je veux beaucoup combattre. Et cette ceinture des poids légers, je pense qu'il va l'avoir en travers de la gorge toute sa carrière. Peut-être qu'il l'aurait eu encore plus en travers de la gorge s'il n'avait jamais eu l'occasion de combattre, s'il avait refusé le short notice. Donc on ne change pas sa nature, j'ai envie de dire. Il expliquait qu'on ne lui avait pas parlé du combat contre Holloway, parce que le journaliste, je crois que c'était Ariel Helwani, hein. C'est une interview qui date d'il y a une semaine. C'est Ariel Helwani, ouais, c'est ça. Il lui dit, ouais, il paraît que voilà, il y a des rumeurs comme quoi tu pourrais affronter Max Holloway. Et il dit, franchement, j'en ai pas entendu parler, on s'est déjà affronté 3 fois. Si ça vient, mais pour l'instant, il n'y a rien de ce côté-là. Et concernant Sterling, qui monte de catégorie, un ancien champion des poids coqs, maintenant il est en poids plume, donc dans la catégorie de Volkanovski, il dit, bah écoute, je pense que si Sterling affronte Holloway et qu'il le bat, il peut avoir sa chance. Je suis d'accord, battre Holloway, ça veut dire forcément avoir une chance au titre. Sterling, il arrive avec un bagage, hein, c'est pas un mec qui sort de nulle part, c'est l'ancien champion. Moi, je le voyais dominer un peu plus en poids Batam. Maintenant, voilà, il a perdu contre O'Malley, il a expliqué que la perte de poids était très très dure en poids Batam. Donc espérons pour lui que ça se passe mieux en poids plume, mais un combat contre Volkanovski, je pense que ça donnerait quelque chose de très très beau. On reste dans la catégorie des poids plumes avec celui qui a mis un des KO les plus terrifiants de l'année le week-end dernier. Il s'agit, excusez-moi, de Josh Emmett. Alors voilà, il a expliqué qu'il était sur 2 défaites de suite avant ce combat-là, que ça n'avait en rien entaché sa confiance en lui, mais qu'il est revenu à ses bases. Il dit voilà, j'ai fait un camp d'entraînement, le genre de camp d'entraînement que je faisais à mes débuts UFC, que je faisais avant l'UFC, c'est-à-dire beaucoup de lutte, beaucoup de JJB. Et j'ai pas fait un camp concentré sur la boxe comme ce que je pouvais faire jusqu'à maintenant. Il dit voilà, mes derniers combats, j'étais concentré sur la boxe, mais il faut croire que ça m'a pas réussi, donc je suis retourné à la lutte. Il dit ça a été un peu compliqué le changement d'adversaire parce que je m'apprêtais à affronter Giga Chikadze, qui est l'élite du striking, et je me retrouve à affronter Brice Mitchell, qui est l'élite du grappling. Donc forcément, ça a demandé quelques ajustements, mais ça s'est très bien passé pour moi. Il reparle encore du respect qu'il a pour Mitchell, hein. Il dit moi tu sais mon but c'est pas de faire du mal, on s'est affronté, je l'ai mis KO, maintenant je lui souhaite le meilleur pour la suite, moi je veux qu'il rentre en bonne santé chez lui. Il dit aussi qu'il avait jamais vu personne convulser comme ça au tapis. Il dit ouais, c'était très impressionnant, même à l'entraînement j'ai jamais vu ça, dans d'autres combats j'ai jamais vu ça, donc c'était très très particulier. Il a aussi dit qu'il a su par la suite que Brice Mitchell a repris conscience vraiment dans l'ambulance. Ça, j'en ai déjà parlé, hein. Ben Askren, dans son KO face à Masvidal, il reprend conscience qu'à l'hôpital ou dans l'ambulance. Il y en a d'autres comme ça, pourtant, on l'a vu debout dans la cage, on l'a vu marcher. Alors, il avait du mal à marcher, il fallait le supporter.
Mais tu dis ok c'est bon, le mec il est revenu à lui, mais non, le cerveau n'était pas encore là. Il a aussi expliqué dans le vestiaire, il a vu ses partenaires d'entraînement André Fili et Cody Garbrandt s'imposer par KO au premier round, donc forcément ça l'a motivé. Il dit ouais, à chaque fois que je combats un mec, que je combats sur la même carte qu'André Fili, je gagne. Donc je pense qu'André Fili et moi on doit continuer à être sur les mêmes événements. Il explique aussi qu'il est invaincu sur la West Coast, donc ça c'est assez marrant. Lui il vient de Sacramento en Californie, donc sur la côte ouest. Il dit voilà, moi je veux continuer à combattre à Vegas, mais ça c'est quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de combattants qui expliquent, surtout les Américains, qui sont pas... Alors, ils voyagent beaucoup dans les États-Unis, mais on dit souvent à deux Américains qui s'affrontent, ça fait un championnat du monde. Les Européens, ils ont souvent besoin d'aller aux États-Unis. Voilà, ils ont le voyage. Il y a un peu ce truc, si je veux être champion, il faut aller aux États-Unis. Que les Américains, ils sont déjà chez eux. Sean Brady, par exemple, je vais sûrement en parler demain. Il a expliqué que dans son combat face à Bilal Mohamed, il avait été combattre... à Abu Dhabi, il dit ouais le voyage, tout ça, je me sentais pas bien. Il y a peut-être des combattants à qui ça réussit pas, et peut-être que Josh Emmett en fait partie. Hein. Voilà, il dit quand je combats proche de chez moi, tout se passe bien. Quand je combats loin de chez moi, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc je pense que c'est un facteur à prendre en compte pour certains combattants, et c'est peut-être aussi ce qui fait la différence entre les très grands et les bons combattants UFC. Hein. Je pense que les très grands arrivent à voyager, arrivent à encaisser, arrivent à passer outre tout ce qu'il y a autour du combat, alors que peut-être pour certains combattants qui n'y arrivent pas, c'est ce qui les freine dans leur carrière. Il explique que pour son prochain combat, il veut un top contender. Il dit ouais là j'ai besoin d'un mec tout là-haut qui va m'amener dans la conversation pour le titre. Il dit et idéalement je voudrais un title shot tout de suite, mais je suis bien conscient que je suis pas encore assez bien placé. Il voudrait Max Holloway. Il dit c'est un mec que je respecte beaucoup. Il a combattu tout le monde, il a battu tout le monde. Je suis le seul dans le top de la catégorie qui ne l'a pas affronté, donc j'aimerais bien avoir ma chance. Et on lui a posé la question, est-ce que tu penses que Volkanovski du coup va être changé suite au KO qu'il a pris? Et là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il dit non, moi je pense qu'il a juste été touché, c'est le coup de pas de chance. Islam Makhachev c'est un gros gabarit, c'est un gros poids léger. Là maintenant Volkanovski il est de retour dans sa catégorie, les poids plumes, mais je pense que ça va être un très beau combat contre Topuria. Donc écoutez, Josh Emmett, hein, moi je vous ai dit avant le combat contre Mitchell, je pense que le futur de la catégorie c'est plutôt Mitchell et pas Josh Emmett. Mais le truc c'est qu'avec une telle force de frappe sur un combat il peut coucher n'importe qui. Alors je sais pas. Je pense toujours que ça va être compliqué d'aller chercher la ceinture, mais écoutez, tout est possible. Il a encore quelques combats devant lui, donc je lui souhaite à lui aussi le meilleur. On passe maintenant à Dan Ige, lui aussi dans la catégorie. Il a affronté Mitchell, il a affronté Emmett, donc il est bien placé pour en parler. Lui, il a expliqué qu'il ne croyait pas au ring rust. Hein. Le ring rust, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu as été loin de la cage pendant un long moment et tu reviens. On dit voilà que parfois il te faut un petit temps d'adaptation. Parfois, c'est pas le plus beau de tes combats parce que tu reviens, t'as pas tes marques. Voilà. Lui, il dit moi, j'y crois pas trop. J'ai eu des longs moments loin de la cage. Parfois, je suis revenu, j'ai fait une belle prestation. Parfois, je suis revenu, j'ai fait une mauvaise prestation. Il dit, je pense surtout que c'est mental. Si tu crois au ring rust, ça va t'affecter. Si tu crois pas, ça va pas t'affecter. Écoutez, c'est son avis. Et il explique qu'il est très frustré de son dernier combat. Il dit, ouais, c'est un combat dans lequel j'étais bien, mais ça s'est joué sur des détails et j'ai perdu de très très peu. Et son prochain adversaire, c'est Leon Murphy. Il est à 13 victoires, 0 défaites, 1 no contest. Il dit, moi, je suis un vétéran. J'ai plus de 15 combats à l'UFC. Donc, j'ai plus de combats à l'UFC que lui dans toute sa carrière. Je vais venir pour le KO. Je vais venir pour montrer que je suis toujours là. Bah voilà, il va avoir le rôle du vétéran. Presque le rôle du gatekeeper, j'ai envie de dire. Leon Murphy, je pense que ça va beaucoup pousser derrière lui. Quand tu as un mec comme ça qui enchaîne les victoires, tu te dis, bah écoute, malheureusement, Dan Ige, ça commence à faire quelques années qu'il est là. Je crois qu'il était arrivé à l'UFC suite à la première saison du Contender Series, donc c'était peut-être quoi, 2018, 2017. Donc voilà, le rôle du gatekeeper, à lui de montrer qu'il est toujours présent. Il frappe comme une mule, donc lui c'est pareil, hein, il peut mettre KO très rapidement. Et il explique que son camp se passe très bien, qu'il a une bonne équipe derrière lui, qu'il arrive à s'entraîner notamment avec Aljamain Sterling. Il dit ouais, pendant le Covid c'était horrible, on n'était que 2 à l'entraînement, c'était compliqué de s'entraîner, mais là j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Il s'entraîne à Vegas, à l'Extreme Couture. Il dit ouais, il y a tous les styles de combattants que tu veux, des lutteurs, des strikers. C'est vraiment génial, les conditions sont excellentes. On lui dit ça y est, c'est la fin du deal avec l'USADA, qu'est-ce que t'en penses? Il dit moi j'étais bien avec l'USADA, c'est vrai que c'était un peu contraignant de tout le temps donner ton planning, où est-ce que t'étais, à quelle heure, parce que voilà, l'USADA, il pouvait venir te contrôler n'importe quand. Donc il fallait toujours qu'il sache où tu étais, si t'étais à l'entraînement, si t'étais parti courir, si t'étais chez toi, si t'étais chez ta tante, etc. Fallait tout dire. Il dit ça c'était contraignant, mais bon c'est comme ça. Il dit moi je pense qu'il y a toujours des gars qui trichent, les mecs qui ont de l'argent, ils arrivent à camoufler la façon dont ils trichent. Il dit je sais pas comment ils font, mais je suis sûr et certain qu'il y a toujours des tricheurs. Écoutez, Dan Ige, moi c'est un combattant que j'aime beaucoup. C'est pareil, je le vois pas aller tout là-haut dans la catégorie, mais c'est un mec qui va toujours t'amener des combats fun, des combats excitants. Il y a toujours la menace d'un gros KO. Donc hâte de le voir contre un nouveau prétendant, j'ai envie de dire, un mec qui monte. Est-ce qu'il va réussir à prouver qu'il est toujours à sa place je crois qu'il est dans le top 15, Dan Ige, hein, peut-être fin de top 15, et peut-être entre la place 10 et la place 15, je pense, je dis peut-être une bêtise.
Mais en tout cas, regardez son combat, ce sera toujours très intéressant. Ça fait un petit moment qu'on parle de MMA, je vous propose de prendre une petite respiration, la petite minute de repos comme on dit, et ça va être la minute boxe. La minute boxe, je la commence avec une bonne nouvelle puisque RMC Sport à 9 h du matin, le 26 décembre, va diffuser le combat de Naoya Inoue. Donc Inoue Naoya, excusez-moi, c'est un boxeur, boxe anglaise, japonais. C'est chez les poids légers, enfin très très léger, je crois que c'est les 55 kilos. C'est un gars, si vous le connaissez pas, c'est pas le plus connu. C'est un japonais, donc il combat souvent au Japon et il est ultra explosif. C'est pas de la boxe chiante où ça se tourne autour pendant 12 rounds. Il a 25 combats, 25 victoires, je crois qu'il a 21 ou 22 KO. Ça va être impressionnant, il combat contre Marlon Tapales. Je vous conseille vraiment de regarder ce combat, que ce soit en direct ou en replay. Pour ceux qui seront en vacances, vous pourrez peut-être vous le regarder à 9 h du matin. Ceux qui n'ont pas les enfants dans les pattes, hein. Je comprends bien. Maintenant, voilà, très bon combat. Écoutez, pour en parler, je vous propose de lire le commentaire d'Adrien8353. Moi, vous le savez, je ne suis pas un expert de la boxe anglaise. Je regarde que les beaux combats. Inoya, je l'ai vu combattre, Naoya, excusez-moi, je l'ai vu combattre quelques fois, mais Adrien a l'air de vraiment s'y connaître, donc je vais vous lire son commentaire. Il me dit: t'es au courant qu'il y a la terreur des poids coqs, le japonais Naoya Inoue qui va monter chez les super coqs. Alors monter entre guillemets, il me dit, puisqu'il a déjà les ceintures des WBC et WBO, et là il va essayer d'aller réunifier les 4 ceintures face au Philippin Marlon Tapales, qui a les ceintures WBA et IBF de la KT. Décidément, la boxe aux Philippines depuis Manny, ça devient super solide. A l'instar des catégories très légères de l'UFC, cette catégorie en boxe anglaise souffre d'un manque d'exposition médiatique totalement injustifié. Inoue a quand même 25 combats, autant de victoires pour 22 KO. Le 26 décembre à Tokyo, il va combattre. Un des rares reproches que l'on peut lui faire, et à tous les combattants japonais, c'est justement qu'ils ne combattent qu'au Japon. Et c'est vrai, hein, j'ai été voir sa fiche de combattant. La plupart de ses combats, ça s'est passé au Japon. Je crois que dans ses 5 ou 6 derniers combats, il n'y a qu'un combat qui a eu lieu à Las Vegas. Sinon c'est du Japon, là les 4 derniers, il est sur 4 combats de suite au Japon. Avant ça il a fait 2 fois Las Vegas et avant ça il était de nouveau au Japon. Après il a été en Écosse aussi. Mais voilà, c'est vrai que les combattants japonais sont pas forcément ceux qui ont le plus d'exposition. Mais lui, hein, je vous garantis que ça va vraiment être un très très beau combat. Et puis il ajoute, on pourrait même parler de Dimitri Bivol. 21 victoires en autant de combats, 11 KO contre Lyndon King Arthur. 24 victoires pour une défaite pour les titres mondiaux WBA, Super et IBO chez les mi-lourds, samedi 23 décembre en Arabie Saoudite, ce qui promet beaucoup. Ouais, donc ce week-end en Arabie Saoudite, on va en parler juste après, tu as aussi les combats de Wilder, les combats de Joshua, ils font une carte de fou là, juste avant Noël. En plus, il n'y a pas d'UFC, là, il n'y a pas d'UFC jusqu'à début janvier, je crois qu'on va être 4 semaines sans combat UFC. Je vous le dis, l'info va être un peu plus creuse du coup, hein. Mais bon, c'est les vacances, je sais qu'il y aura moins d'auditeurs, etc. Moi, j'essaierai d'être présent pendant les vacances, je vous le dis. Vous connaissez les vacances, hein, les enfants vont pas à l'école, ils vont pas chez la nourrice, il y a la famille qui va, qui vient, donc c'est toujours plus compliqué d'enregistrer. Donc il y aura des émissions pendant les vacances, il y en aura un peu moins, et puis dès la rentrée, je crois que c'est le 7 janvier, un truc comme ça, là on reprend les émissions quotidiennes. Mais voilà, il y aura forcément moins de news, il y aura moins d'UFC, voilà, on connaît, c'est les fêtes de fin d'année. Mais ce week-end, grosse carte de boxe anglaise, et justement, on a Eddie Hearn, le promoteur d'Anthony Joshua, qui s'est exprimé sur le combat contre Otto Wallin. Il dit voilà, c'est un combattant qu'on avait dans notre radar depuis 2 combats. Ils combattent les deux l'un contre l'autre ce week-end. Il dit ouais, Otto Wallin, on l'avait dans le radar. Maintenant, voilà, c'est un gaucher. On n'avait que 6 semaines pour se préparer, donc c'est pas l'idéal, surtout qu'on a un nouveau coach avec nous en ce moment. Donc voilà, mais les gens qui organisent le combat en Arabie Saoudite, ils voulaient vraiment ce combat. Ils ont poussé pour ça. Et comme Anthony Joshua ne refuse aucun combat, eh ben on a accepté le combat et vous verrez le combat ce week-end. Écoutez, moi, c'est un combattant que je connais pas, Wallin, je connais Joshua. Toujours intéressant à voir combattre, on va voir. On sait que surtout Joshua s'il gagne et Wilder s'il gagne, les deux vont s'affronter. C'est ça aussi l'intrigue du combat. Pour les gens qui connaissent pas trop la boxe anglaise comme moi, on connaît forcément Wilder et Joshua. Tu peux vendre le truc en disant, tu sais, si tu regardes avec des amis ou avec de la famille là pour les fêtes de Noël, tu dis bah voilà, lui et lui, c'est 2 grands combattants, ils risquent de s'affronter. Si les 2 gagnent, ça donne un peu de piment. Et puis Otto Wallin, justement, il s'est exprimé sur Anthony Joshua. Il a dit ouais, je sais qu'il est vulnérable parce que depuis qu'il a perdu contre Ruiz, depuis qu'il s'est fait mettre KO, il sait qu'il peut être mis KO, il sait qu'il peut prendre des coups, et du coup ça lui a enlevé un peu ce qui faisait de lui le gars dangereux. C'était un gars qui était agressif, qui avait un bon punch, qui recherchait toujours le KO. Et maintenant, le fait d'avoir pris un KO, de savoir qu'il peut perdre, ça le rend plus vulnérable et il a perdu ce qui faisait de lui un bon combattant.
Ça, je pense que c'est vrai. On dit souvent, tu reviens pas pareil d'un KO. Et ben, je pense que ça a été vrai pour Anthony Joshua avec le peu de connaissances que j'ai de la boxe anglaise. Mais forcément, ça a joué. Et puis peut-être que Otto Wallin va faire la surprise, battre Joshua, priver tous les fans d'un combat Joshua contre Wilder. Mais écoutez, c'est la boxe anglaise, c'est le sport et que le meilleur gagne, j'ai envie de dire. Tout de suite, retour au MMA et on va parler du vétéran Patrick Côté. Petite news pour nos amis qui nous écoutent du Québec. Mais ça va intéresser tout le monde, hein, parce que Patrick Côté, bon, il est sorti de la cage en 2017, 2018 peut-être, mais maintenant il est commentateur, il a son podcast, hein, j'en parle souvent, La Poche Bleue, il parle de MMA, il interviewe plein de gens, d'ailleurs on va parler après de son interview de Randy Couture, et ben jusqu'à maintenant il commentait les événements sur RDS, une chaîne canadienne, il commentait les UFC. RDS apparemment ne va plus diffuser, c'est TVA Sport qui va diffuser, mais Patrick Côté, et il doit vraiment être apprécié par les fans et par le monde du journalisme, puisque c'est encore lui qui va commenter malgré que ça change de chaîne. Donc pour nos amis québécois, vous entendrez toujours Patrick Côté aux commentaires, et pour nous français, on sait que Patrick Côté est toujours dans le mixte, toujours dans le monde des arts martiaux mixtes, et ça fait très plaisir parce que c'est un combattant qu'on aimait beaucoup, très très sympathique. Dana White s'est exprimé et ça y est, c'est tout proche. On va avoir des révélations sur la carte de l'UFC 300. On va savoir qui sera le main event, comment ça va se passer. Il a dit ça va venir très très prochainement, restez branchés. Donc écoutez, j'ai très hâte de savoir. On ne sait vraiment pas ce que ça va donner. Il y aura Conor, il y aura pas, je sais pas. Michael Chandler, dans une interview, a déclaré qu'il poussait toujours pour l'UFC 300, qu'il avait toujours un petit espoir, que son prochain combat serait forcément McGregor. Donc si on a Chandler, on a McGregor. Si Chandler veut l'UFC 300 et qu'on lui a pas vraiment dit non, écoutez, pourquoi pas. Puisqu'on est sur cette carte de l'UFC 300, je vous avais dit que Weili Zhang et Alexa Grasso se tournaient autour. Et bien écoutez, c'est Grasso hein, qui avait dit à Weili Zhang, si tu veux monter, je veux bien t'affronter. Weili Zhang lui a répondu, ok, c'est parti, je peux faire 125. Dana White fait en sorte que ça se passe. Et puis Grasso a répondu, let's do this, donc c'est parti. Donc écoutez, si les deux veulent s'affronter, combat championne contre championne, à l'UFC 300, je pense que ça peut être un des combats qu'on aura peut-être, forcément sur la main card. Main event, je pense pas, peut-être co-main ou co-main event, comme on dit. Voilà, est-ce qu'il y aura 3 ceintures en jeu? Je sais pas, on sait pas ce que ça va donner l'UFC 300. Maintenant, voilà, je veux rien enlever à ces filles-là, elles font des choses magnifiques dans la cage, mais je ne pense pas que ce sera le main event de la soirée. Écoutez, on arrive à l'instant légende, l'instant pionnier. Je vais vous parler de Randy Couture. Pour ceux qui le connaissent, vous savez déjà que c'est une légende absolue du sport. Il a gagné un tournoi à l'UFC 13. C'était son première fois qu'il arrive à l'UFC. Il a gagné le tournoi. Ensuite, il a été champion poids lourd léger 2 fois. Il a été champion poids lourd. Alors, pas en même temps, pas lourd léger et poids lourd en même temps, mais déjà double champion, c'était énorme. Il a donné une interview justement à Patrick Côté et David Loiseau. Je vous en parle tout de suite. Alors voilà, tout d'abord, il a dit qu'il avait pris sa retraite en 2011. Il avait 47 ans à l'époque, il avait beaucoup de blessures. Il dit, voilà, je voulais quand même profiter de ma retraite, éviter d'avoir de lourdes opérations. Donc j'ai décidé de me retirer des sports de combat. Aujourd'hui, il commente les événements du PFL. Il est vraiment très investi avec le PFL. Il donne des interviews, etc. Et il explique qu'il est débarqué à l'UFC, donc à l'UFC 13. Il avait déjà 34 ans, donc c'est vieux, mais il dit ouais, mais moi avant j'étais concentré sur la lutte. Il était remplaçant dans l'équipe nationale des États-Unis. Donc il dit ouais, voilà, mon but ça a toujours été d'aller aux Jeux Olympiques, etc. Mais j'étais classé numéro 1 de ma catégorie, mais à chaque fois il se passait quelque chose et j'étais pas sélectionné. J'étais simple remplaçant. Et puis à un moment j'ai entendu parler de l'UFC, tout ça, je les ai contactés, mais ils m'ont dit qu'ils avaient déjà beaucoup de lutteurs et qu'ils cherchaient des gens avec d'autres styles de combat. Mais ils m'ont gardé sur la liste des réservistes, j'ai envie de dire. Et puis pour l'UFC 13, il y a un mec qui s'est blessé, ils m'ont appelé, j'ai dit ok, et j'ai gagné le combat. J'ai fait 2 combats dans la même soirée, j'ai gagné, c'était super. Ça a été ses grands débuts dans le monde du MMA. Il dit qu'à l'époque, il avait fondé la Team Quest avec Henderson et d'autres combattants. Il dit ouais, je m'entraînais avec Sonnen, je m'entraînais avec Henderson, avec Lister. Il dit ouais, mais on y allait trop fort, on faisait des sparring de fou. Et il y a David Loiseau qui dit ouais, je me souviens, j'étais venu m'entraîner avec vous. Il dit ouais, j'ai sparé avec, je sais plus, Dan Henderson et puis je sais plus qui. Il dit ouais, ça y allait tranquille, c'était technique. Il dit et puis là, tout à coup, j'ai vu Dan Henderson et toi, vous avez sparé ensemble, vous vous êtes défoncé la tronche. Il dit je me suis dit ouais, c'est ça les sparring ici à la Team Quest. Heureusement que moi j'étais un invité, ils ont été plutôt sympas avec moi. Et puis voilà, il lui dit ouais, mais tu sais, nous on vient de la lutte et la lutte c'est comme ça, tous les jours tu te donnes à fond, tous les jours, t'es avec tes amis, t'es avec tes potes, mais vous vous donnez à fond. Et du coup, quand on a fait la transition au MMA, c'était pareil, on avait toujours cette mentalité. Et puis il dit un jour, j'ai fait un combat, j'ai pris une quarantaine de low kicks, j'ai pris une quarantaine. Et puis il dit voilà, un jour j'ai fait un combat, j'ai pris une quarantaine de low kicks, je me suis dit ouais, c'est pas possible, t'es un bon lutteur, mais il faut que t'apprennes à faire plus de choses.
Du coup, je me suis lancé dans la... Je me suis mis en contact avec Matt Hughes et je suis allé faire un camp d'entraînement chez lui pour apprendre à bloquer les low kicks et puis pour m'améliorer. Il dit là, c'était totalement le contraire. Les mecs faisaient beaucoup de shadow, beaucoup de drill. Donc vous voyez du shadow un peu, mais en mode lutte, en mode JJB. Il dit mais là ça m'allait pas, c'était tout le contraire de nous, il y avait quasiment pas de sparring. Du coup quand je suis revenu avec mon équipe, on a trouvé un juste milieu et là on a complètement progressé, ça a totalement changé. Il y a des jours où on se dit ok, aujourd'hui les gars on lève le pied, on fait pas de gros sparring, on prend pas de gros coups, on va travailler plus techniquement, etc. Il dit là ça nous a fait passer un cap totalement dans notre carrière à nous tous. Concernant l'état actuel des choses à l'UFC, il explique qu'il y aurait bien besoin d'une union des combattants, excusez-moi. Il dit ouais, un peu ce qu'on a voulu faire il y a quelques années, mais ça n'a pas pris. Ce qu'a fait Francis Ngannou, c'est très bien. Il n'a pas été égoïste. Lui, on lui proposait beaucoup d'argent, mais il a voulu faire pour le sport, il a voulu faire pour les autres combattants, donc il est parti de l'UFC parce qu'on lui donnait pas ce qu'il voulait. Il explique quoi? Il y a des questions d'argent, mais aussi des questions de droit d'image. Il dit moi aujourd'hui, si on veut utiliser ma personne dans un jeu vidéo et que je suis sous contrat avec l'UFC, c'est pas possible. Faut que je demande l'accord à Dana White. Donc si je suis bien avec Dana White, il va me dire oui. Si je suis mal avec lui, il va me dire non. C'est pas normal. Il dit aussi on devrait avoir une assurance maladie. Il y a trop de combattants qui n'ont pas d'assurance maladie. Et encore une fois, si l'UFC veut être une grande ligue, elle doit donner les mêmes droits à ses combattants que donne la NBA à ses joueurs ou la NHL ou encore la NFL. Et enfin, il est revenu sur sa carrière d'acteur. Il dit ouais, on m'a proposé plusieurs fois des rôles. J'ai fait des petits rôles, j'ai pris des cours de comédie parce que je voulais m'améliorer là-dedans. Et puis le summum, ça a été quand on m'a proposé de jouer dans Expandable. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Écoutez, Randy Couture, je vous invite à aller voir ses combats. Vous allez voir, c'est très old school. D'ailleurs, vous avez vu dans ma miniature les photos que je prends. C'est des photos qui datent. Hein. On voit que c'est une autre époque. C'était un super combattant, un lutteur à la base. Il a aussi fait un combat contre un boxeur, un mec qui venait de la boxe anglaise, un ancien champion du monde. Son nom m'échappe. Alors, attendez, je vais vous le retrouver tout de suite. Avec James Toney, ancien champion de boxe anglaise. Il dit ouais, à l'époque, Tony avait voulu m'affronter, donc il était venu à l'UFC. Pour une fois, c'est un boxeur de boxe anglaise qui est venu à l'UFC. Bon, le combat a tourné court, ça a duré 3 minutes 19. Couture lui a mis un bras-tête. Mais voilà, il dit ouais, je pense qu'il avait besoin d'argent à l'époque et puis il y a eu l'opportunité de venir à l'UFC, il a dit oui. Il dit moi tout de suite j'ai shooté pour le takedown et puis je l'ai soumis, j'ai pas pris de risque. Mais voilà, c'est marrant, aujourd'hui il y a beaucoup de mecs du MMA qui veulent aller en boxe anglaise. À l'époque, il y avait un mec de boxe anglaise qui avait osé aller au MMA, donc il était sur la fin de sa carrière, etc. Bien sûr, mais c'était un gros nom de la boxe anglaise. Hein. Vous qui m'écoutez, qui connaissez la boxe anglaise, je pense que James Toney vous connaissez. Moi je connaissais vaguement de nom, voilà, je vais être honnête avec vous. Mais c'est quand même quelque chose à souligner. Donc carrière de fou pour Randy Couture. Aujourd'hui, il a ouvert la team Extreme Couture. Hein. On a notamment Francis Ngannou qui s'entraîne là-bas et beaucoup d'autres personnes. Donc écoutez, un retraité très très actif. Avant de passer à la minute auditeur, je vais vous parler de Tony Ferguson puisque Chael Sonnen a donné son avis. Il dit moi le problème avec Tony Ferguson, c'est que vous voyez, il a du mal à trouver sa distance, il a du mal à trouver son timing. Quand il frappe, il loupe son adversaire à chaque fois. Je pense que la raison principale, c'est parce qu'il ne fait pas de sparring. Et ça, on le sait, hein, Tony Ferguson ne fait pas de sparring. Ça fait très longtemps qu'il ne fait pas de sparring. Alors, il avait dit que pour son combat contre Khabib Nurmagomedov, le dernier, là, qui devait avoir lieu, qui n'avait pas eu lieu finalement, il dit ouais, j'avais fait du sparring pour ce camp-là, etc. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Mais on sait qu'il y a des combattants qui ne sparent pas. Max Holloway ne spare quasiment pas. Bon, Max Holloway, il est encore dans le move, hein, il est encore proche de la ceinture. Ferguson, c'est différent. Est-ce que c'est la seule raison? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi une carrière de guerre qui a laissé des traces. Et puis il ajoute, quand tu regardes Tony Ferguson et Stephen Thompson, ils ont le même âge. Thompson a même un an de plus que Ferguson, j'ai été vérifié. Il dit mais quand tu les vois dans la cage, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Forcément, c'est deux styles différents. T'as un gars qui a livré des guerres toute sa carrière, Stephen Thompson aussi. Mais Stephen Thompson avait un style qui faisait qu'il prenait beaucoup moins de coups. Donc ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Un gars qui a l'air vraiment au bout du rouleau et un autre qui est encore frais. Tu sais, en voyant les deux, qu'il y en a un qui va un peu plus profiter de sa retraite que l'autre. Écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui. Je vous propose de passer tout de suite à la minute auditeur. Minute auditeur que l'on commence avec Vincente Mata et qui me dit pour Merab, la machine, c'est complètement injuste, le gars est très fort, excusez-moi, mais pas vendeur. Pour l'UFC, il n'a pas perdu depuis 2018, hâte de le voir contre Cerudo. Et ouais, et moi tu sais ce que je te disais en réponse, c'est que j'ai peur que Merab Dvalishvili nous fasse une Bilal Mohamed, le mec qui va attendre super longtemps pour avoir son combat pour le titre. Alors avant, je pouvais comprendre, Sterling était champion, c'était son pote, il voulait pas s'affronter. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait toujours dit. Maintenant, c'est différent. J'espère qu'il aura sa chance. D'ailleurs, Bilal Mohamed, je vais vous en parler demain. Parce que le coach de Leon Edwards a dit qu'il aimerait voir idéalement Edwards combattre Gilbert Burns. Bilal Mohamed dit que le title shot lui a été promis apparemment par Dana White. Donc écoutez, je sais pas, mais oui, Merab mérite son title shot. J'espère qu'il l'aura suite au combat contre Henry Cerudo. Ensuite, message de Corto JC qui nous dit, excusez-moi, j'ai perdu le message.
Ah oui, il nous dit certains combattants perdent beaucoup de choses suite à une blessure ou suite à un KO. Je pense notamment à Stipe Miocic quand il a pris son KO face à Ngannou. Bah ouais, on ne sait pas comment il va revenir Miocic, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a vu qu'on se doute bien que le KO a dû laisser des traces. Alors après, lui, il dit moi, je veux qu'un combat pour le titre, etc. Est-ce qu'on le reverra? Je sais pas, mais moi en tout cas, je pense qu'avec le KO qu'il a pris contre Ngannou, l'âge qui avance, ça va pas aider. Oui, en effet, je pense qu'il y aura peut-être des traces sur Stipe Miocic. Et puis il me dit, je suis d'accord avec toi concernant Manon Fiorot, elle doit combattre en attendant, mais c'est un risque, c'est dommage, si près du but depuis 2 ans. Ouais, alors je suis d'accord, elle mériterait son title shot, Manon, forcément, elle a battu Namajunas. Maintenant, si elle devait faire un combat de plus, c'est pas non plus une honte. Dans les catégories, t'as souvent plusieurs personnes qui méritent leur chance, mais t'as qu'un seul champion, il peut pas combattre 2 personnes à la fois. Donc oui, c'est un risque de combattre pour Manon, de perdre, de refaire un pas en arrière. Maintenant, je pense qu'elle a encore un peu de temps à faire à l'UFC, donc ça voudrait pas dire que c'est la fin du title shot à jamais si elle perdait. Mais voilà, faut qu'elle soit active, faut qu'elle combatte, il faut qu'elle soit dans... Voilà, faut qu'elle soit dans la dynamique de la combattante, qu'elle prenne les combats les uns après les autres, et puis je pense que son heure viendra. Et là, on va terminer avec la bonne blague de Jean-François qui me dit « Je préférerais regarder une partie de Scrabble plutôt que de voir Bilal Mohamed combattre. C'est pour ça qu'il n'avance pas vers la ceinture. D'un point de vue martial et divertissement, tout donner sur des takedowns pour ensuite ne prendre aucun risque au sol et attendre que les juges soient obligés de décider d'un vainqueur. Parce qu'on ne veut pas voir 2 mecs l'un sur l'autre pendant 2 heures, ça vaut 0. Je mets un peu le KO contre Brady de côté, cela dit. » Bon, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler la partie de Scrabble, je t'avoue, mais oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Si Bilal Mohamed, c'est un mec qui arrivait, qui mettait des KO à tout le monde, un style à la Anthony Pettis dans ses débuts, ou même Khamzat Chimaev, hein, qui est un lutteur, mais bon, voilà, il y a un aura autour de Khamzat Chimaev, il y a une puissance, il y a tout ça, il y a un personnage. Forcément qu'il aurait déjà eu son title shot depuis longtemps, tout comme Leon Edwards. Et Leon Edwards, il est un peu introverti, bah, il a mis du temps à avoir sa chance pour le titre. En plus, il y a eu le Covid entre deux, donc ça a pas aidé. Mais voilà, la blague sur la partie de Scrabble, sache que ça m'a fait beaucoup rire. Et puis Marco Potel qui me dit je suis entièrement d'accord avec toi sur Moreno, j'adore ce gars, j'adore son style, j'adore son style de boxe, pardon. Mais j'entendais souvent des gens dire que ses combats ne les hypaient pas, alors que justement ses combats contre Figueiredo étaient superbes. Ah ouais, moi Moreno, j'aime beaucoup, hein. Franchement, il représente bien la catégorie, tout comme Pantoja d'ailleurs, tout comme Figueiredo aussi. C'est des combattants complets qui savent tout faire, ils peuvent amener le combat partout. Moreno, il aime bien être debout, mais quand il lutte, c'est beau, quand il utilise son JJB, c'est beau. Donc ouais, c'est des gars qui méritent d'être tout là-haut. Et puis j'espère qu'on les verra combattre encore un bon moment. Écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui, un épisode plutôt long, on va être au-dessus des 25 minutes. Je vous retrouve demain à 17h. Demain, on fera un petit point sur Charles Jourdain et Firas Zahabi. Vous qui nous écoutez au Québec, ça va vous faire plaisir, j'espère. Et puis moi, Charles Jourdain, j'aime beaucoup son style. Firas Zahabi, c'est un coach qui n'a plus rien à prouver. Donc on parlera d'eux, on parlera de Bilal Mohamed, on parlera de Leon Edwards. Enfin, il y aura plein de choses avant le week-end. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à commenter, la vidéo d'hier a super bien marché. Je vous remercie. Parlez-en autour de vous, likez. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À demain, 17h. Salut!